La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 46.5. Le climatré, 3. Les années d'apogée, partie 4. Après la saisie du canal de Suez par le président Nasser, les cris de guerre venus d'Occident atteignirent une note élevée. La nationalisation, en elle-même n'était pas assez surprenante ou choquante, en 1956, pour l'expliquer. L'Amérique avait accepté la saisie de gisements de pétrole appartenant à des étrangers, Mexico acceptant, comme le président Nasser avait accepté, de payer le prix normal pour en être propriétaire. À l'échelon national, l'Amérique, par le Tennessee Valley Authority, foulait déjà ses sentiers battus de l'appauvrissement. En Angleterre, le gouvernement socialiste avait nationalisé les chemins de fer et les mines de charbon. Un terrain légal ou moral valide pour une dénonciation virulente n'était pas facile à trouver, même s'il est vrai que des degrés de différence existaient entre l'acte du président Nasser et les nombreux précédents, et son acte était de toute évidence un acte de protestation contre la provocation, non un acte politique sensé. En tous les cas, la seule réponse efficace, si son acte était intolérable, était de réoccuper le canal sur-le-champ, et cela ne fut pas fait. À la place, tous les oracles, comme s'ils lisaient un script préparé depuis longtemps, commencèrent à le surnommer Hitler. Le Premier ministre Ben Gourion commença par « dictateur », qui devint « dictateur fasciste », et le Premier ministre français, un certain monsieur Guy Mollet à l'époque, changea cela en « Hitler ». Après quoi, la campagne suivit la ligne de celle utilisée contre Staline en 1952 à 3. Dictateur fasciste, dictateur Hitler, l'insinuation était claire, le président Nasser devait être décrit, et puni s'il était puni, en ennemi des Juifs. Quand Sir Anthony Eden monta à nouveau à la Chambre des communes, 9 août 1956, pour lutter avec ce monstre qui hantait ses rêves, la question du Moyen-Orient, le leader socialiste, M. Hugues Guesquel, dit « Tout cela est terriblement familier. C'est exactement la même chose que nous avons rencontré avec Mussolini et Hitler avant la guerre. » Un autre orateur socialiste, M. Paget Cr. Conseil de la Reine, abrégé Cr après le nom, avocat nommé par Sa Majesté, NDT le piégea ainsi. La technique de ce week-end est exactement ce que nous avons obtenu d'Hitler. Êtes-vous au courant des conséquences de ne pas répondre à la force par la force avant qu'il ne soit trop tard? Les socialistes incitaient délibérément Sir Anthony à utiliser la force, ils le traitèrent d'« assassin » quand il l'utilisa, par ses allusions sarcastiques à son passé politique. Il était l'homme qui avait démissionné en 1938 en protestation de la politique d'apaisement d'Hitler, et sa démission avait été immédiatement justifiée par l'invasion de l'Autriche par Hitler. C'était cela, la force, prévu depuis longtemps, et le monsieur Eden de 1938 avait eu raison. En 1956, le cas était différent, et aucune comparaison n'était possible. L'Égypte n'était pas une grande puissance militaire, mais une puissance très faible. L'Égypte n'avait pas été apaisée après le retrait britannique, mais soumise à des provocations par l'humiliation publique. L'Égypte n'était pas un agresseur avéré, elle avait été la victime d'attaques et Israël avait déclaré qu'elle ferait la guerre à l'Égypte. Donc, la comparaison avec Hitler était absurde, à moins qu'elle ne soit uniquement destinée à indiquer que les sionistes considéraient l'Égypte comme leur ennemi. Néanmoins, Sir Anthony Eden céda à cette invention, peut-être le souvenir de 1938 avait-il une emprise trop forte sur lui, car il fit allusion au président Nasser comme un pillard, fasciste dont l'appétit grandit à mesure qu'il mange, ce qui était exactement le langage que M. Churchill et lui avaient utilisé à juste titre à propos d'Hitler 18 ans plus tôt. Je dois ajouter que je ne retrouve pas ces mots exacts dans le texte de son discours, mais c'est la forme sous laquelle ils atteignirent la foule, par le biais du New York Times et c'est cela qui importe, comme les premiers ministres doivent le savoir.
Pour le reste, Sir Anthony basa son attaque du président Nasser sur l'argument que le canal de Suez est vital aux autres pays dans toutes les parties du monde, une question de vie ou de mort pour nous tous. Le canal doit être administré de manière efficace et maintenu ouvert, comme il l'a toujours été par le passé, comme une voie navigable internationale libre et sûre pour les navires de toutes les nations. Mais le président Nasser n'avait pas fermé le canal, il l'avait juste nationalisé. Il était ouvert aux navires de toutes les nations, à une seule exception. En ces 5 mots navires de toutes les nations se trouvait le secret. Le seul pays auquel on refusait une liberté totale de passage était Israël, avec qui l'Égypte était toujours techniquement en guerre. L'Égypte avait stoppé des navires à destination d'Israël et les avait inspectés, à la recherche d'armes. C'était le seul cas d'ingérence. Par conséquent, Sir Anthony exposait seulement ce cas, et aucun cas britannique. Cependant, il conclut, « Mes amis, nous n'avons pas l'intention de chercher une solution par la force. » Les semaines qui suivirent, alors qu'on cherchait une solution, lors de différentes conférences à Londres et Washington, la presse informa les masses que les Égyptiens ne seraient pas capables de faire fonctionner le canal, et que le trafic s'arrêterait bientôt. En réalité, ils s'avérèrent capables de le faire marcher et la navigation continua sans obstacle, à une seule exception. Par claire insinuation, donc, le cas d'Israël était le seul sur lequel le gouvernement de Sir Anthony pouvait faire reposer sa protestation de plus en plus furieuse. Cela devint bientôt explicite. Le 22 août 1956, Madame Rose Alprin, présidente suppléante de l'Agence juive pour la Palestine, déclara au New York Times que « le seul argument légal que les puissances occidentales possèdent contre l'Égypte en termes de violation de la Convention de 1888 est l'interdiction par l'Égypte du canal aux navires israéliens et les restrictions sur les navires à destination d'Israël. » La déclaration de Madame Alprin sur la position légale est correcte. Si toute la querelle reposait sur un point de loi, alors le seul argument qui pouvait être invoqué était celui d'Israël, et cela ouvrirait tout le débat sur la légalité de la création d'Israël elle-même et de l'état de guerre permanent entre Israël et l'Égypte. Par conséquent, tout gouvernement qui se joignait à la tempête de protestation contre le président Nasser agissait en fait au nom d'Israël et d'Israël seul, et jugeait d'avance en faveur d'Israël toutes les questions légales. Vers octobre, Sir Anthony Eden avait été plus loin en présumant d'une agression égyptienne. Je n'ai pas le texte de ce discours, mais la version distribuée par l'Associated Press, et donc reproduite dans des milliers de journaux du monde entier, dit « Le Premier ministre Eden a prédit ce soir que le président Nasser attaquerait Israël prochainement s'il se sortait impunément de la saisie du canal de Suez. » Sir Anthony a fait remarquer que la Grande-Bretagne irait au secours d'Israël avec des armes si nécessaires, 13 septembre 1956. Ainsi, le Premier ministre britannique marchait-il sur un chemin glissant. En l'espace de 6 semaines, le thème de la « nécessité vitale » et de la « question de vie ou de mort » était devenu subalterne et le monde faisait face à une menace de guerre fondée sur quelque chose que le président égyptien ferait si quelque chose d'autre se produisait. À partir de là, on gava la foule avec des nouvelles d'attaques égyptiennes imminentes d'Israël. Le thème de l'interférence avec la navigation internationale fut abandonné, comme il ne pouvait être maintenu, et avec le temps, cela prit un ton si définitif que beaucoup de lecteurs occasionnels, j'imagine, ont dû penser que l'Égypte avait déjà attaqué Israël. Je donne un exemple parmi tant d'autres, de la Weekly Review de Londres, septembre 1956. Quelques semaines avant l'attaque israélienne de l'Égypte, nous pouvons être absolument certains que les Arabes, encouragés par la Russie, attaqueront Israël. Cela ne fait maintenant aucun doute, et cela devrait être à la base de nos calculs. En écrivant ce livre, j'ai été principalement ému par l'espoir de donner aux lecteurs futurs, dans des temps je l'espère plus rationnels, une idée de la condition étonnante des publications officielles au cours des années 50. Il sera certainement incapable de comprendre les choses qui arrivèrent, à moins qu'il ne soit mis au courant de ce régime de désinformation prolongée et des extrémités sans bornes auxquelles il fut amené.
La dernière déclaration citée eut lieu après des années d'attaques israéliennes répétées envers les différents voisins arabes et de condamnations répétées de ces actes par les Nations Unies. De la manière que j'ai résumé plus haut, le terrain fut préparé, durant les 9 premiers mois de l'année de l'élection présidentielle, pour les événements paroxystiques d'octobre. Des armes continuèrent à être importées en Israël depuis l'Occident. Après la saisie du canal de Suez, Sir Anthony Eden annonça que toutes les livraisons d'armes en Égypte avaient été interrompues. Le même mois, juillet, 2 contre-torpilleurs britanniques furent livrés en Israël. Tout au long du printemps et de l'été, la France, sous la pression américaine, fournit des chasseurs à réaction et d'autres armes à Israël. En septembre, le Canada, sur la même incitation, accepta d'envoyer des avions-jet à Israël, le gouvernement d'Ottawa annonçant qu'il avait consulté les États-Unis avant de prendre cette décision. New York Times, 22 septembre 1956. Pendant tout ce temps, la campagne pour l'élection présidentielle continuait. Les démocrates, impatients de reprendre la Maison-Blanche, surpassaient toutes les performances passées dans leurs enchères pour le vote juif. Le maire de New York exigea qu'Israël reçoive des armes en cadeau. Les républicains sortants étaient légèrement plus réservés. Cependant, quand les conventions rivales pour la désignation des candidats eurent lieu, la républicaine à San Francisco, la démocrate à Chicago, toutes les deux en août, il n'y avait guère de différence entre les soumissions faites par chaque parti, si bien que le Jérusalem Post aurait pu répéter, et l'a peut-être vraiment fait, son affirmation de 1952, comme quoi pour l'électeur juif de là-bas, il n'y avait guère de différence entre les candidats présidentiels. Le seul passage ayant une quelconque signification majeure dans les programmes de politique étrangère adoptés par les deux partis était relié, dans les deux cas, à Israël. Les autres déclarations sur la politique étrangère étaient d'une grande platitude. Les engagements envers Israël étaient dans les deux cas spécifiques. Le programme du Parti républicain, sur lequel le président Eisenhower fut à l'unanimité désigné candidat, disait « Nous considérons la préservation d'Israël comme un principe important de la politique étrangère américaine. Nous sommes déterminés à ce que l'intégrité d'un État juif indépendant soit maintenue. Nous soutiendrons l'indépendance d'Israël contre l'agression armée. » Le programme du Parti démocrate disait « Le Parti démocrate fera en sorte de redresser le dangereux déséquilibre des armes dans la région créé par la livraison d'armes communistes à l'Égypte, en vendant ou en fournissant des armes de défense à Israël, et nous prendrons les mesures, incluant des garanties de sécurité, qui pourraient être requises pour prévenir l'agression et la guerre dans la région. » La phrase « dangereux déséquilibre des armes » reflétait l'invention propagandiste qu'Israël était sans défense et que les pays arabes étaient forts. La vérité, établie un peu plus tôt par M. Anson Baldwin, était qu'Israël était plus forte en armes que la totalité des 7 pays arabes réunis. Ces deux déclarations de politique donnaient l'image d'un monde sous l'emprise sioniste et complétaient les déclarations faites alors par le gouvernement britannique. Elles n'avaient aucun rapport avec les intérêts américains mais reflétaient simplement le contrôle sioniste de la machine électorale, ou la croyance inébranlable en ce contrôle de la part des directeurs de parti. À cette occasion, des événements eurent lieu pour justifier cette croyance. Le Parti démocrate, le plus offrant, l'emporta au Congrès, bien que le républicain nominal fût réélu président. Le seul autre événement d'importance dans les deux conventions pourrait sembler avoir peu de rapport avec le thème de ce livre, mais par la suite pourrait se révéler avoir une signification directe, la renomination de M. Richard Nixon en tant que candidat à la vice-présidence du président Eisenhower, et dans les faits, en tant que vice-président. L'état de santé de M. Eisenhower rendait le vice-président plus important que de coutume, et la possibilité que M. Nixon puisse hériter de la présidence entre 1956 et 1960 était manifestement vue comme un danger majeur par les puissances qui gouvernent l'Amérique actuelle, si bien qu'un effort suprême fut accompli pour empêcher sa nomination. Cela n'avait rien de remarquable, pour ce siècle, ce qui fut remarquable est que la tentative échoua.
À un moment donné, il est évident que des hommes surgissent et brisent l'esclavage dans lequel est maintenue la vie politique américaine et britannique, si bien que la personne de M. Richard Nixon acquiert une importance symbolique à notre époque, même si, s'il devenait président, il pourrait se trouver incapable de briser les chaînes. La raison de cette forte hostilité envers M. Nixon est que ce n'est pas un internationaliste. Loin s'en faut, il joua un rôle décisif dans le dévoilement et la condamnation de M. Algeris, l'agent soviétique de l'administration de M. Roosevelt. C'est la vraie raison pour laquelle il a toujours eu depuis, de façon uniforme, mauvaise presse, non seulement en Amérique mais partout ailleurs dans le monde occidental. Avec ce mauvais point pour lui, on le considère comme un homme qui, une fois à la fonction principale, pourrait en théorie se rebeller contre les contraintes auxquelles les présidents américains et les premiers ministres britanniques, presque sans exception, se sont soumis ces 50 dernières années et que les vice-présidents subissent automatiquement. 94. L'inévitable reproche associé des antisémitisme fut aussi émis contre lui durant la campagne électorale. Un rabbin qui le connaissait bien s'avança pour le défendre contre cela. Ainsi, une campagne d'une grande force et ingéniosité commença à elle afin d'empêcher sa nomination. Un membre de la propre maison et du parti nominal du président fut libéré de ses obligations pour plusieurs semaines afin de mener une offensive, arrêter Nixon, à l'échelle nationale, avec des réunions de commission, des affiches et des meetings. Cela n'eut aucun effet sur le public, auprès duquel M. Nixon semble être populaire. Alors, pour sa déconvenue particulière, de nouvelles tactiques furent introduites à la convention du parti rival démocrate. Au lieu que le candidat désigné, M. Hedley Stephenson, choisisse son propre candidat à la vice-présidence, comme lors des occasions précédentes, le choix d'un candidat vice-présidentiel fut ouvert aux votes et parmi les différents concurrents, le sénateur Est Kefauver, un sioniste exceptionnellement zélé, reçut la nomination de candidat vice-présidentiel. Le but de la manœuvre était de forcer la convention du Parti républicain à suivre cette procédure démocrate et aussi à soumettre le choix du candidat vice-présidentiel au vote. C'est ce qui arriva et M. Nixon, comme M. Eisenhower, reçut un vote unanime. Cet événement, et l'attitude de M. Nixon durant les maladies du président Eisenhower, rendit ses chances de devenir lui-même président un jour beaucoup plus grandes qu'elles ne l'avaient jamais été estimées auparavant. Son histoire jusqu'à aujourd'hui en fait un personnage prometteur, tel que M. Eden le paraissait en 1938, et au poste suprême, il pourrait théoriquement produire un effet thérapeutique sur la politique américaine et les relations extérieures. Après les nominations, l'Amérique resta là à soupirer de soulagement, car la réélection de M. Eisenhower était tenue pour sûre et il avait reçu une publicité enthousiaste dans la presse, comme « l'homme qui nous préserva de la guerre ». L'expression rappelait les expressions similaires utilisées à propos de M. Woodrow Wilson en 1916 et M. Roosevelt en 1940, mais en 1956, un répit de 3 ans était considéré comme une bénédiction et on lui fut reconnaissant pour cette période de paix, pour ce qu'elle valait. Je fus témoin de cette élection, comme de celle de 1952, et réalisé qu'en fait la guerre, localisée ou générale, était proche. Je sentais qu'un répit, au moins, serait obtenu si le jour de l'élection, 6 novembre, se passait sans éruption au Moyen-Orient, une éruption qui se préparait depuis des mois. Une fois que les élections sont terminées, le pouvoir des sionistes à exercer la pression diminue, pour un petit moment. Je me rappelle avoir dit à un ami américain le 20 octobre que si les 17 jours prochains pouvaient se passer sans guerre, elle pourrait être épargnée au monde pour 3 ou 4 années de plus. 95. J'avais à l'esprit ce que les hommes politiques américains connaissent comme la loi Farley. Du nom d'un responsable de parti exceptionnellement malin, M. James A. Farley, considéré comme ayant été l'instigateur des premiers triomphes électoraux de M. Roosevelt, la base de cette loi est que les électeurs américains ont déjà décidé à la mi-octobre pour qui ils vont voter, et seul le décès de leur candidat, la guerre ou un gros scandale avant le 6 novembre pourrait les faire changer d'avis.
Selon cette loi, il est inutile de faire campagne après le jour férié du Labor Day, fête américaine du travail, chaque premier lundi de septembre, parce que les électeurs ont déjà fait leur choix à cette période. En d'autres termes, celui qui est premier dans les sondages le jour du Labor Day gagnera les élections. NDT le matin suivant l'attaque israélienne de l'Égypte, M. John O'Donnell écrivit, les porte-paroles du département d'État au Pentagone, le ministère de la guerre, où l'on est inquiet, et les sièges des deux parties conviennent que les Israéliens ont lancé leur attaque sur l'Égypte parce qu'ils étaient convaincus que les États-Unis ne prendraient aucune mesure dans une guerre israélienne si proche des élections présidentielles. La rumeur arriva jusqu'au siège des partis politiques, comme quoi les sionistes américains avaient informé Tel Aviv qu'Israël réussirait probablement mieux sous l'administration démocrate de Stephenson et Kefauver que sous le régime républicain d'Eisenhower et Nixon, New York Daily News. Le 29 octobre, 8 jours avant les élections, la guerre arriva, par prédétermination évidente du moment considéré comme étant le plus favorable pour provoquer la consternation à Washington et Londres. Dès ce moment, les événements balayèrent tout sur une vague de force brute libérée dans la nature, et c'est seulement bien plus tard que l'humanité sera capable de voir ce qui a été détruit et ce qui a survécu. Pour la Grande-Bretagne et la famille des nations d'outre-mer qui émergeaient de cette dernière, ce fut presque la ruine, la fin prévisible de l'implication dans le sionisme. Le 29 octobre 1956, le gouvernement israélien annonça qu'il avait commencé une invasion généralisée de l'Égypte et que ses troupes s'étaient avancées de 75 miles 120 km NDT à l'intérieur de la péninsule égyptienne du Sinaï, 96. Au moment exact de l'invasion de l'Égypte, un autre massacre d'Arabes fut perpétré en Israël, en un point très éloigné de la frontière égyptienne, à savoir la frontière avec la Jordanie, de l'autre côté d'Israël. 48 Arabes, hommes, femmes et enfants, du village de Kafr Kassin, furent tués de sang-froid. Ce nouveau Deir Yassin ne pouvait être pris par les Arabes, à l'intérieur ou à l'extérieur d'Israël, que comme l'avertissement symbolique que le sort de la destruction totale, hommes, femmes et enfants, ne laisse rien en vie qui respire, attendait chacun d'entre eux, car ces personnes faisaient partie de la petite population arabe qui était restée en Israël après Deir Yassin et la création du nouvel État. L'acte fut reconnu officiellement par le Premier ministre israélien, M. Ben Gourion, 6 semaines plus tard, 12 décembre, après que la nouvelle fut largement répandue, et qu'elle fit l'objet d'une protestation arabe à destination des Nations Unies, où elle semble avoir été ignorée jusqu'à la date où j'ai ajouté cette note de bas de page. Ben Gourion dit alors au Parlement israélien que les meurtriers encouraient un procès, mais comme les Arabes se souvenaient que les meurtriers de Deir Yassin, après avoir encouru un procès et avoir été condamnés, avaient été libérés immédiatement et fêtés publiquement, ce fut un piètre réconfort pour eux. Jusqu'à la date de cette note de bas de page, 20 décembre, je n'ai vu aucune allusion, parmi les millions de mots qui ont été publiés, au sort des 215 000 Arabes en fuite, rapport de l'ONU, avril 1956, qui étaient rassemblés dans la bande de Gaza lorsque les Israéliens l'attaquèrent ainsi que l'Égypte. Le gouvernement israélien a annoncé qu'il n'abandonnerait pas ce territoire. Plutôt, il avait annoncé qu'il ne permettrait sous aucune condition le retour des réfugiés arabes en Israël. Donc, le sort de ce quart de million de personnes, qui à n'importe quelle époque passée auraient reçu la compassion indignée du monde, a été totalement ignoré. Sans doute sont-ils mentionnés dans la seule déclaration que j'ai vue sur le sujet, la lettre de 11 États arabes aux Nations Unies du 14 décembre déclarant que « des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont été impitoyablement assassinés de sang-froid, mais il semble qu'il y ait peu d'espoir pour une enquête impartiale ou une confirmation », et la lettre arabe elle-même dit « toute l'histoire ne sera jamais racontée et l'étendue de la tragédie ne sera jamais connue ». Toutefois, dans le cas particulier de Kafr Kassin, les faits sont authentiquement avérés. La nouvelle, qui arriva après la longue série d'attaques précédentes envers les Arabes et leur condamnation, répétée par les Nations Unies, envoya un choc, une onde de répugnance dans le monde entier. À ce moment précis, les Hongrois étaient en train de combattre et de gagner la guerre de leur peuple contre la révolution communiste.
Les deux forces destructrices libérées par la Russie en octobre 1917 se retrouvaient auto-condamnées par des actes d'une égale brutalité. Elles étaient en train de s'auto-détruire, il n'y avait aucun besoin de les détruire. À cette période, d'importantes forces contraires issues de la réprobation universelle furent libérées, qui auraient été trop puissantes pour ces deux forces destructrices. Pas même la pression sioniste à New York ne pouvait faire passer cet acte pour une agression égyptienne, ou persuader les masses de l'accepter. C'était un cadeau du ciel, libérant l'Occident de ces deux dilemmes. Il avait juste besoin de se mettre à l'écart et, pour une fois, de laisser l'opinion mondiale faire le travail, car en cette occasion, il y avait bien une opinion mondiale, générée par des actes qui ne pouvaient être cachés, déguisés ou dénaturés par la presse. En 24 heures, l'occasion en or fut rejetée. Les gouvernements britanniques et français annoncèrent qu'ils envahiraient la région du canal de Suez, à moins que les troupes israéliennes et égyptiennes n'acceptent d'arrêter les combats et ne s'éloignent à 10 miles 15 km NDT du canal dans les 12 heures. Comme cela aurait laissé les troupes israéliennes presque 100 miles 150 km NDT à l'intérieur du territoire égyptien, la demande n'était de toute évidence pas destinée à être acceptée par l'Égypte. Là-dessus, les armées de l'air britanniques et françaises débutèrent un bombardement intensif des terrains d'aviation égyptiens et d'autres cibles, et en détruisant la force aérienne de l'Égypte, offrirent une victoire incontestée à l'envahisseur. Le futur lecteur aura du mal à imaginer les sentiments d'un Anglais dans mon genre, qui entendit la nouvelle en Amérique. La honte n'est pas un mot assez fort, mais comme c'est le seul mot, je l'utilise pour exprimer quelque chose que je ressentis encore plus fort qu'à l'époque même de Munich, quand je démissionnais du Times en guise de protestation, la seule que je pouvais faire, une protestation stupide, je l'estime maintenant. Je me rappellerai toujours l'impartialité des Américains à ce moment-là. Incrédule, choqué et perplexe, aucun parmi ceux que je rencontrai ne céda à la jubilation face à une déconvenue britannique, jubilation instinctive, bien qu'irrationnelle, chez beaucoup d'Américains. Quelques-uns d'entre eux réalisaient que la politique américaine, avec ses constants revirements sous la pression, avait principalement causé ce dénouement calamiteux, et partageaient mon sentiment de honte. C'étaient ceux qui comprenaient que la honte était celle de tout l'Occident, dans sa servilité, et non de l'Angleterre ou de l'Amérique en particulier.